Voilà, j'étais interpellé d'entrée sur qu'est-ce que les RH peuvent bien apporter à la clinique. Alors, j'ai un parcours que vous pourrez voir rapidement, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est le passage d'une grande période de syndicalisme dans la santé sociale, de l'autre côté du miroir, on dit les journalistes avec beaucoup de prudence, pour me positionner comme DRH au départ à l'hôpital sud fribourgeois, avant que cet hôpital soit cantonalisé, puis les 5 dernières années de ma carrière professionnelle, dit-on, au CHUV à Lausanne, dans le département de médecine. Et puis maintenant, je voyage en retraite, période fort heureuse, très intéressante, puisque je consacre une partie de mon temps à la réflexion, toujours passionnée sur les ressources humaines, parce que j'interviens beaucoup dans les formations de bachelor, de master en management, et aussi dans la santé, haute école de santé et espace compétences notamment. Voilà, donc j'ai été sollicité par Elisabeth de Oliveira pour présenter mon approche, ou quelques approches possibles concernant la santé des soignants aujourd'hui. Et j'espère pouvoir alimenter un peu la réflexion, tout en vous disant que je suis en plein accord avec les paroles de Copernic qui disait qu'on ne peut pas apprendre aux adultes, on ne peut que révéler ce qu'ils savent déjà. Et les 2 introductions qui ont été faites par votre présidente et par le directeur des soins montrent bien qu'on domine, on a tous les thèmes qu'on touche, mais on les maîtrise souvent peu dans notre réalité contextuelle. Et c'est ce regard, ces approches dont je vais vous parler aujourd'hui, qui devraient alimenter la discussion, parce qu'elle ne finit jamais, bien sûr. Je suppose que je dois... Voilà, j'ai essayé de présenter un déroulement, donc présentation rapide, pourquoi je me positionne aujourd'hui vis-à-vis de vous, et vis-à-vis notamment de l'enseignement ressources humaines et santé. Puis après, je fais 2 approches normatives et une nouvelle approche ou une approche plus contextuelle, des tensions et des contradictions en rapport avec ce thème. Alors, on ne va pas trop s'attarder. Ici, le parcours, j'en ai parlé. Ce qui a été pour moi important dans le développement de cette vie professionnelle que j'ai calculé à 49 ans, quand j'ai quitté le CHUV il y a 1 an et demi, j'ai impressionné moi-même. J'ai commencé l'apprentissage à 15 ans à l'époque. Une vie un peu mouvementée qui a passé dans les organisations de jeunesse, ONG, internationales, puis dans le syndicalisme, mais aussi dans les entreprises, notamment la Migros, j'ai appris beaucoup de choses à l'époque. Et puis après, dans la santé, comme management de ressources humaines, qui est devenu pour moi une passion. Alors on emploie le terme ressources humaines qui est très remise en cause. En fait, c'est la relation de la gestion des humains et de la coopération des humains entre eux. Qu'on soit au travail ou qu'on ne soit pas au travail, c'est vraiment ce nœud-là qui est à travailler beaucoup. Pour moi, il a toujours été important que lorsque je m'adresse à un collectif, vous puissiez un peu situer d'où je parle. Quel est mon stock de représentation, d'expérience, de connaissances de l'académie. Donc j'ai mis quelques informations là-dessus qui rejoignent aussi pas mal d'académiciens et de formateurs sur la question de la gestion des organisations et du capital humain, autre expression employée aujourd'hui pour parler des ressources humaines. Et l'idée, c'est surtout des orientations pour comprendre et agir, c'est-à-dire l'action qu'on développe quotidiennement, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle va avoir le résultat qu'on espère obtenir. Toute la question est ça, et comment on se coordonne pour y arriver. Et pour cela, deux approches, enfin deux situations qui sont réelles, c'est notre expérience et les connaissances qu'on a pu acquérir, comme vous les spécialistes en clinique, qui continuez de les acquérir pour pouvoir avoir les outils pour vous permettre d'être efficace, efficient, performant dans l'activité que vous menez. Alors,
Alors, quelques définitions de cette approche dite des contradictions et des tensions, parce que tout à l'heure, votre présidente a reconnu à la fin de son intervention qu'elle avait formellement fait des choses, puis que dans la réalité, elle n'a pas suivi ce qu'elle a fait. Et on sait toutes et tous que la vie est faite de ça. Elle est faite de formalisme, votre formation standard, etc. Elle est faite d'organigrammes, de processus et de procédures, mais la réalité quotidienne, elle est faite de toute autre chose, c'est-à-dire de contexte, de contingent, de doute, d'incertitude, de questionnement, de remise en cause, de lutte, de pouvoir, de tension, de résolution de conflits, de résolution de conflits. Et c'est ça l'approche dite de temps. C'est que je vais vous parler du réel et non du formel, mais je vais les mettre en relation. Et tout ça, évidemment, en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Maintenant, je vous parle de ce que j'appelle l'approche normative, mais je ne suis pas prétentieux, parce que probablement qu'on peut mettre beaucoup de mots là-dessus, mais on va essayer de faire une plongée abrupte dans ce jour ensoleillé qu'elle soit de la semaine que vous avez choisi pour réfléchir, d'être courageux, pour dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette approche normative de la santé. Alors, en gros, les êtres humains se sont rendus compte par l'expérience qu'il faut faire attention où on pose les pieds, parce qu'il arrive parfois où on s'achoppe, ou alors on les met dans un trou, et ça porte atteinte à notre santé physique et mentale. Donc il a fallu mettre en place des règles, des normes pour se protéger. Et cela à la Suisse, c'est-à-dire entre partenaires sociaux. Et puis quand les partenaires sociaux, après de longues réflexions, se sont mis d'accord, ils ont fait des règles qu'ils ont présentées aux politiques, et les politiques ont légiféré et ont donc marqué des règles très fortes comme la loi sur le travail, les conventions collectives de travail pour ce qui est de l'hôpital de Châtelois, les règlements du personnel de l'État pour ce qui est des hôpitaux fribourgeois et vaudois que je connais bien, etc. Donc on a marqué des règles en obligation, mais la plupart du temps, quand même, cette approche normative, elle protège les gens malgré eux. Et j'ai eu des expériences très fortes, par exemple à l'hôpital sud-fribourgeois, où j'avais des infirmières, parfois cliniciennes, qui étaient enceintes et qui venaient se mettre à genoux dans mon bureau pour dire « Monsieur Carrel, je ne veux pas travailler 9, je veux continuer les 12 heures. » Puis moi je lui ai dit « Écoutez, si je suis pour rien, moi je ne peux rien faire, c'est une obligation légale fédérale, vous vous rendez compte. Vous allez travailler 9 heures à partir de demain matin, puisque vous êtes protégé malgré vous. » Voilà, donc il y avait des tensions qui se passent au sujet de la façon dont on appréhende, dans des contextes de vie, cette approche de la promotion de la santé. En gros, l'accent, par ces normes, est mis sur la sécurité, la prévention et la protection contre les accidents et les maladies professionnelles. Alors, on va très vite dans cette approche normative pour parler de la gestion des ressources humaines en les liant à de nouveaux concepts qu'on a appelés non plus les accidents et les maladies, mais les risques psychosociaux. Voici, on fait une grande évolution depuis le début de l'ère industrielle, les deux guerres, les 30 glorieuses, et puis on arrive dans les périodes des années 70, 80 maintenant, où ces concepts prennent leur place dans la gestion des ressources humaines et qui nécessitent de mettre en place des préventions contre les risques psychosociaux. Et cela, les modifications organisationnelles du travail qui ont engendré plus tard ce qu'on a appelé les 3 S dramatiques, c'est-à-dire le stress, la souffrance et le suicide. Chacun entraînant pour l'organisation. Quand je parle d'organisation, j'emploie un mot de sociologie du travail qui veut dire les entreprises, qu'elles soient des services publics ou des entreprises privées, quelle que soit leur grandeur, donc leur nombre d'employés. Et les organisations n'aiment pas beaucoup le stress, ni la souffrance, ni le suicide de temps en temps. Et récemment, on a ces mêmes problématiques avec l'encadrement, voire le haut encadrement. Et ces approches, ces constats devraient les obliger à considérer différemment les normes qu'ils ont mises en place pour tenir compte de cette réalité, mais souvent
on renforce les normes et les règles au lieu de voir les contextes, les tensions, les contradictions qu'il faut gérer. C'est un exemple d'un collègue à vous, M. Rouillon, chef des soins à l'époque à l'hôpital sur Fribourgeois, qui disait c'est comme si on est dans une voiture, une 2 chevaux, et puis on se dit il faut qu'on avance plus, donc on met des gaz, mais on oublie qu'on peut changer de vitesse. Vous voyez, c'est un exemple symbolique, une métaphore qui nous dit prenons du recul et voyons un peu ce qui se passe vraiment. Alors la réalité, après cette mise en place des normes, elle est quand même toujours présente, et on dit, selon ces études du SECO, donc de notre administration de l'économie suisse, que 62% des travailleurs se plaignent de stress et de surmenage, de tension, de nervosité, de peur, d'exigences insuffisantes parfois, et de mobbing. Est-ce qu'on m'entend quand même quand je ne suis pas proche du micro? Ça va? Ça va aussi. Bon, je suis plus à l'aise comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Merci madame. Donc, on constate aussi que dans les pays européens qui ont fait l'objet d'une enquête au niveau du marché commun, on est les Suisses à la 27e position, quand dans les conseils d'administration ou les directions des organisations, on doit parler de santé et de sécurité au travail, donc des employés. Ça veut dire qu'on est presque en dessous, en dernier, les trois derniers points avant la Suède, la Scandinavie, etc., qui ont mis en place, vous le savez aussi, pour la clinique, beaucoup de choses qui sont plus contextuelles. Donc l'épidémie des risques psychosociaux n'est pas maîtrisée loin de là. Alors, je vais mettre en relation maintenant, dans cette évolution, les contradictions qui se présentent et les tensions. Donc, il y a des troubles de la santé qui résultent du travail. Ils ont changé de nature et se sont amplifiés, on l'a dit. Et la notion de définition de la santé a aussi été modifiée en ce sens qu'on parlait d'absence de troubles physiques et mentaux. Et puis après, on a fait une approche plus positive et plus globale, plus sociétale. Et on dit que la santé, être en bonne santé, c'est être en état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça, c'est une très bonne définition. Parce qu'en faisant cela, on est sorti des normes historiques qui les ramenaient à la prévention des accidents et des maladies. Donc ça veut dire qu'on fait une approche humaniste de l'être humain en rapport avec sa vie privée au travail. Donc, on fait un plaidoyer pour la sécurité humaine et les droits de l'homme, et puis j'ajouterais de la santé mentale en général. Et Papard, si vous avez eu l'occasion de travailler avec lui, a mis en place tout le concept de santé mentale du canton de Genève avec les partenaires sociaux. Intéressant cette expérience. Il y a aussi de nouvelles tendances qui se développent dans la modernité actuelle, c'est-à-dire que la notion de citoyenneté interroge le management et les entreprises. Le développement de la défense des consommateurs et consommatrices, dont nous sommes tous plus ou moins addicts d'ailleurs, fait que non seulement on va acheter le produit dont on a besoin, mais de plus en plus se soucie de sa traçabilité, la manière dont il a été produit, etc. Donc ça questionne énormément la notoriété des producteurs. La justice sociale préoccupe aussi les consommateurs, c'est-à-dire que les tentatives de boycottage de certains produits qu'on nous soumet sont de plus en plus fortes, et donc les entreprises doivent s'organiser et prendre en compte ces critiques. Les dérives éthiques provoquent l'indignation, les comportements toxiques des cadres, mais aussi des employés, et autres managers dangereux doivent être débusqués. Alors vous savez qu'il y a des tas d'actions, de polémiques autour de ces situations difficiles au travail, mais qui existent. Et on a remis en cause la pensée managériale qui est née du 19e, même début du 20e siècle, c'est-à-dire le rationnel, l'économie rationnelle, qui aujourd'hui est remise en cause parce qu'elle nous met dans un cadre fermé et elle empêche la créativité. Donc, le nouveau bouc émissaire, ça c'est une évolution conséquente de la modernité ambiante et de l'individualisme, c'est-à-dire le retour sur soi-même avec les moyens de communication sociale et les réseaux sociaux aujourd'hui. L'individualisme narcissique
prend une très grande place dans notre société. Et ce retour de l'individualisme a des répercussions importantes dans la gestion des entreprises et a fait naître cet individu un peu bizarre qui est le vulnérable ou la vulnérable au sein des équipes. Ce qui veut dire que la gestion des ressources humaines va s'individualiser aussi et ne va pas échapper à cette... Donc les notions de vulnérabilité, de fragilité, de précarité se généralisent. Il faut donc avoir des actions pour détecter et accompagner ces personnes qui sont devenues une population à risque. D'autres éléments aussi renforcent cette vulnérabilité, c'est l'intensification du travail qui a réduit les temps d'échange dans les collectifs de travail. Donc les équipes, étant donné que la planification fait que la journée est d'emblée très chargée et donc que le temps et l'espace qui est donné normalement à la coordination et à l'échange est réduit. On a aussi le phénomène que la gestion des ressources humaines accentue l'individualisation, puisque on va de plus en plus travailler à recevoir les individus en situation difficile pour les coacher et les prendre en charge. La précarisation des collectifs de travail et des appartenances métiers, c'est-à-dire que le processus de travail fait que le corporatisme professionnel qui a été à la base du développement des spécialistes soignants est de plus en plus minorisé et individualisé, chacun devant faire son travail, normalement dans la théorie formelle, en s'occupant de ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, mais dans la réalité, très difficile de faire cette coordination qui crée tensions et conflits aussi. Donc l'accroissement des exigences vis-à-vis d'une réduction, pour ce qui est en tout cas des hôpitaux publics, d'une réduction des moyens, c'est-à-dire le budget et les ressources. Donc cette individualisation sociétale amène à l'individualisation de la prévention. On impute les causes des situations aux victimes elles-mêmes. C'est bien plus facile. Donc on rend responsables les victimes qui sont en principe dues à l'organisation du travail, on focalise sur la personne, et puis on amène des représentations dans une idéologie très productiviste, une représentation duale, c'est-à-dire de voir dans l'idéal un travailleur ou la travailleuse qui est impliqué, sain, robuste, performant, qui fait de la course à pied, etc., de la culture, et de l'autre, des gens beaucoup plus fragiles, vulnérables et qui sont nécessairement déficitaires en rapport avec ce qu'on attend d'eux dans la performance. Autrement dit, c'est le déni du réel par le formel. On en a le déni du corps aussi, le déni des limites, des difficultés, des inattendus. Combien de fois a-t-on découvert dans les entretiens où les personnes vulnérables sont convoquées au RH, de constater que souvent, lorsqu'on conseille ces personnes d'aller à la médecine du personnel ou aller chez leur spécialiste ou leur médecin traitant, elles s'autorisent à dire que ça fait tant de mois qu'elles font de l'automédication. Donc elles mettent en place des systèmes personnels pour pouvoir faire face à des situations qu'elles n'arrivent pas à gérer. De plus, il y a aussi maintenant la question des addictions, qui est assez forte, paraît-il, dans les milieux soignants, mais toujours la contradiction entre les statistiques et la réalité. Parce que si je me souviens bien, par exemple, dans les années 95, 2000, plutôt 2004-2005, on avait une statistique qui disait qu'il doit y avoir à peu près 7 à 8% de personnes qui addictent à l'alcool dans les hôpitaux. Puis moi, le RH, j'essayais de voir, parce que j'ouvrais des tiroirs, pas peu de dossiers, etc. Pourquoi? Parce que ce sujet est tabou, tout simplement. Et souvent, dans les équipes, j'ai constaté qu'on couvrait cette réalité-là, par solidarité professionnelle. Solidarité malsaine, bien sûr, puisqu'on attend la catastrophe pour s'occuper de la situation. Donc les personnes étiquetées vulnérables sont des révélateurs, soit du management pour dire il faut sévir, il faut faire quelque chose, soit pour celui qui a une approche plus contextuelle de dire
ça signifie quelque chose socialement et d'une manière sociétale aussi. Donc, la fameuse parole, je l'ai repris ici, on essaye de liquider les gens qui posent problème plutôt que les problèmes que les gens posent. Enfin, vous connaissez ça, je ne vous apprends rien, mais c'est bien de temps en temps de se le rappeler parce que c'est une réalité que l'on vit tous les jours dans le lieu de travail, moins à la retraite. Et rarement, évidemment, on met en cause la responsabilité des organisations, de leur façon de mettre en place la coordination et la façon dont elles gèrent les personnes humaines. Parce qu'il y a toujours les deux responsabilités. Il y a la responsabilité en part individuelle et en part, et souvent la grande part, chez les employeurs. Ça va bien, je suis dans les temps. Donc, tout ça, parallèlement à un discours sociétal qui remet en place, en tout cas dans le discours, des choses pour pallier à ces situations critiques et difficiles, voire dramatiques. On a développé la pensée, la notion du management humain ou plus humain. Mais quand je m'interroge avec d'autres RH, je me rends compte que cette définition, elle a tendance à dévier sur « je vais être gentil ». Est-ce que je pourrais vous licencier, vous comprenez, avec ce que vous avez fait, mais ici, on ne licencie pas les gens, par exemple. On trouve des combines pour trouver des solutions individuelles, calmement, sans que ça fasse trop de bruit, parce qu'on n'aime pas les bruits. Donc on n'aime pas parler de ce que les humains en action collective produisent comme effet. C'est ça l'erreur. Et ça rejoint, ça me revient maintenant, l'énorme travail qu'on a dû développer auprès des médecins mandarins, excusez-moi, pour leur dire parlez ouvertement de vos erreurs. On est très intéressés. Pas pour vous condamner, mais pour éviter de la reproduire. Juste éviter de la reproduire, vous voyez. Bon, maintenant je pense que il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, encore, bon, on doute parfois, où parler de l'erreur humaine, c'est construire l'humanité. Donc, de mettre en place des systèmes qui permettent d'oser en parler, d'être accueilli comme ayant quelqu'un qui ait fait une erreur sans jugement, et puis de ne pas repartir de là. Mais aussi, et ça c'était aussi un problème pour moi, lorsque l'erreur est devenue une faute, parce que beaucoup de managers essayent d'éviter d'employer le mot faute. Donc on ne donne pas de sanctions, ce qui autorise après les équipes à continuer à soutenir les gens qui font des fautes, mais qui ne sont pas pris en charge, les sanctionner. Donc si on a des règles et des sanctions, il faut les appliquer, sinon l'organisation, elle vacille. Quotidien dans nos hôpitaux. On remet en cause, et ça c'est pour moi très important, cette notion de rationalité de l'homme economicus, qui a été une approche très très forte depuis l'industrialisation, le temps des ingénieurs, l'industrialisation nous vient de cette époque-là, qui ont cette grande capacité de maîtriser tout ce qui leur passe dans les mains, et notamment la nature. Et aujourd'hui, on se rend compte que la maîtrise de la nature est égale destruction de la nature. J'exagère, bien sûr, mais quelque part, l'énergie qu'on met aujourd'hui à la préserver indique bien qu'on l'a détruite et on continue à la détruire malheureusement. Donc, cette rationalité, elle permettait d'avoir une posture, j'y reviendrai tout à l'heure, justement, c'est de ça qu'on va parler, dans mon approche de promotion de la santé des soignants, d'avoir une posture qui dit on est tellement sûr que la science est la meilleure chose qu'on ait pu inventer qu'elle va produire des effets positifs. Et puis la réalité fait que de plus en plus on se rend compte que ces effets positifs, on les a peints en rose, mais qu'en réalité on a bricolé pour pas que ça paraisse trop noir. Donc également sortir de ces tabous et parler que notre rationalité, bien qu'elle soit limitée, elle est un obstacle à la créativité, à l'invention, etc. Et au nom de cette rationalité, on a encore aujourd'hui beaucoup de conflits dans nos équipes, surtout dans l'idée de l'interdisciplinarité. En réponse à la sacralisation de la performance et de l'individualisation,
en complément aux démarches normatives, et c'est ça ma réflexion ce matin pour la journée, développer le partenariat stratégique, on va en parler, construire des postures personnelles fortes, ça rend la santé physique et mentale, et selon les contextes, jouons nos rôles avec conscience et discernement, et ayons un positionnement clair, c'est-à-dire simplement, dites ce que nous pensons vraiment, dites-nous ce que nous pensons vraiment. Ça revient d'un vieux truc que j'avais pris à l'hôpital sur Fribourgeois, les accords Toltec, si vous connaissez cette approche, qui permet quand même, avec des choses très très simples, mais qui vient d'une population qui existait longtemps avant nous, et qui philosophiquement avait bien compris que les communautés, si elles veulent se développer sans trop de conflits, elles mettent en place des règles de respect. Donc, ces éléments-là seront, pour moi, aujourd'hui, un bout de réponse à la situation de dégradation de la santé, donc à un positionnement qui va vers la prévention et le maintien de la santé mentale et physique. Alors, le partenariat stratégique, bien sûr, vous savez très bien ce que c'est, mais c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Alors, je me suis inspiré de M. Daniel Held, que vous connaissez, je pense, qui est professeur dans l'université et qui développe, qui a un cabinet de coaching et de soutien aux entreprises. Le partenariat est une implication volontaire dans une relation dynamique et stimulante qui a pour but de réaliser un objectif commun. C'est une relation de confiance et de respect mutuel. Chaque mot compte et chaque mot pèse. Ça veut dire en gros que s'il manquait un de ces aspects, le partenariat serait déficitaire. Et donc la relation avec vos collègues, votre hiérarchie ou vos subordonnés si vous êtes cadre, elle ne va pas être complètement solide. Une construction complètement solide. C'est l'une des notions les plus fortes et les plus puissantes et les plus impliquantes des relations humaines. C'est un modèle pour réussir. J'insiste là-dessus parce que c'est toutes des choses que vous savez déjà. Mais reprenez-les dans votre tête, pesez-les et faites-en des outils de votre posture future. Ce serait super si on arrivait à faire ça. La vision et l'objectif commun et son atteinte sont au cœur de toute relation de partenariat. C'est-à-dire qu'on est en relation parce qu'on a en commun quelque chose à réussir. Je ne dis pas à faire, à réussir. Parce qu'on est très souvent, y compris moi, dans le faire et dans le faire-faire. C'est tellement plus simple que d'être dans le recul, la hauteur et le sens. Donc c'est une relation de partenariat, ce n'est pas une relation de conseil, ni de coaching, ni une relation commerciale. C'est autre chose. C'est l'humanité. Quel est l'aspect stratégique dans cette relation ? C'est une fonction qui contribue à l'élaboration d'une vision stratégique, c'est-à-dire pour réussir un objectif, ici la santé, et de sa mise en œuvre. C'est-à-dire dans le positionnement qu'on a et la façon dont on se comporte, d'avoir l'attitude, on met déjà en œuvre ce dont on prône. Ça implique la cohérence. De telle sorte qu'elle soit comprise, reconnue, relayée par les acteurs concernés. La clinicienne qui est dans une équipe, la diététicienne qui est dans une équipe, etc. Les spécialistes qui interviennent dans les équipes de soins, si votre place n'est pas là, si vous n'êtes pas reconnu comme étant quelqu'un qui va avoir une création de valeur, un apport, vous n'arrivez pas à réaliser votre objectif. Donc il faut comprendre sa position, il faut qu'elle soit reconnue et relayée. C'est là que vous avez beaucoup d'importance et de pouvoir, c'est qu'on a besoin de vous parce qu'on vous reconnaît comme étant la spécialiste ou le spécialiste de ça. Et c'est ça qui va faire avancer aujourd'hui, par deux paroles, demain par une action clinique, une situation donnée. Donc la stratégie,
Et son existence repose sur la nécessité que l'action de chacun s'inscrive dans une vision globale et partagée qui soit cohérente et stimulante et s'appuie sur des valeurs communes, c'est-à-dire sur une culture qui met en avant une vision, des objectifs et des valeurs. La posture. Alors la posture, dans sa définition, pour moi, dans mon expérience, elle est venue des soignants. Elle avait trait au fait de se présenter physiquement. C'était la première notion. Puis cette notion, elle a évolué, et puis maintenant, elle est très sollicitée par les académiciens, les chercheurs, c'est pas seulement la façon dont je vais me présenter, mais c'est ce qui est dans la tête qui fait que je me présente de cette façon-là, très subtile. C'est cette posture que je vous invite à adopter en rapport avec la promotion de la santé. On va essayer de se comprendre. La posture est impliquante et suppose un travail sur soi, en résumé, éviter de dominer et éviter d'être dominé. Pourquoi ? Parce que les rapports au travail sont faits de relations de pouvoir. Le pouvoir n'est toujours que dans la relation. Ce n'est pas celui qu'on attribue par la fonction, c'est celui de la réalité. Ce n'est pas le pouvoir formel. Je suis cadre. Marqué. Vous voyez, mon badge, il est rouge, bleu, vert, jaune, ça dépend de toutes les institutions. Et ça indique que j'ai une autorité, ce qui n'est pas nécessairement vrai dans le réel. Vous pouvez vous protéger de l'avoir. Mais dans le réel, il y a un leader ou une leader naturelle qui est là, et qui va utiliser les zones d'incertitude que vous créez, ou que l'organisation a créées, pour prendre sa place dans le pouvoir. Donc, avoir une posture, c'est être dans une situation de sérénité, et n'être pas dans une tension de dominer, ou d'être dominé parce que vous avez des fois besoin de l'être. Ça simplifie les choses. Ça permet en tout cas, je vais être méchant, de passer dans la victimisation. Le risque est toujours présent. Elle permet de prendre sa place et de donner à l'autre la sienne pour réussir ensemble un projet sur lequel il y a un accord, donc une compréhension de ce qu'on va faire ensemble dans l'objectif, et apporter pleinement sa valeur au collectif dans lequel s'inscrit votre action. Un peu lourd, mais quand même pour moi intéressant. C'est être capable d'être en relation avec soi-même pour mieux être en relation avec les autres. Définition de la posture. Et il y a encore quelque chose, toujours chez Held, c'est avoir fait des choix du point de vue éthique, philosophique, porteur de vision, de valeurs, qui donnent une orientation visible à l'action et incarnée avec cohérence et énergie. Évidemment, on dira tous ensemble, avec modestie, que c'est impossible vraiment de faire tout ça. Mais on peut dire aussi que c'est très possible. J'en ai fait l'expérience. Suivant vos représentations, votre parcours, vos connaissances, c'est tout à fait possible. C'est prendre le recul et la hauteur nécessaire, dépasser le discours, donner de la puissance et de la cohérence et en assumer les schémas comportementaux, donc la position, pour être reconnu et faire envie. Faire envie, ça c'est une grosse question dans le management. Comment je vais convaincre cette équipe de changer d'approche, puis leur faire envie de quand même s'intéresser à... Ça c'est difficile, et c'est écrit nulle part. Ça dépendra de la manière dont vous appréhendez la situation et vous vous comportez, et vous venez avec votre énergie dans l'équipe. La question des rôles. Dans le travail quotidien, on est amené à jouer des rôles différents, sans arrêt, dans le réel. Ça dépend des contextes organisationnels, des contextes relationnels, ça dépend de l'objet dont on traite, ça dépend des interlocuteurs et des parties prenantes avec qui on a affaire, et suivant toutes ces situations, ça nous permet de jouer des rôles différents. On va se présenter d'une manière différente, bien qu'on n'ait qu'une fonction. Par exemple, on est parfois un leader, un coach, on peut être un poseur de cadre, un passeur de parole, un communicateur, etc., etc. Et tout ça, on le fait tous les jours. Même quand je suis arrivé dans la salle, j'ai joué le rôle de l'arrivant, etc. Vous avez joué le rôle
du logisticien super bien professionnel, mais vous m'avez rappelé qu'on se connaissait, vous voyez. Intéressant ça. Vous avez mobilisé une faculté qui dit le lien est plus fort que prévu. Mais vous l'avez utilisé. D'accord, voilà. Donc votre posture permet de faire cette situation, une situation d'énergie qui va aller vers l'objectif, c'est que je m'entretiens avec vous dans l'heure qui était prévue. En avoir conscience permet d'éviter les confusions de rôle. Alors pourquoi je vous parle de tous ces éléments? C'est parce que trop souvent, on se complique la vie parce qu'on ne dit pas quel rôle on est en train de jouer à ceux qui sont en face. Je viens aujourd'hui parce que je suis clinicienne, ok, c'est ça. On met les choses à plat et on crée le partenariat. Mais si vous débarquez sans le dire, la personne qui est en face, elle se dit, bon, elle est de bonne humeur, elle n'est pas de bonne humeur, aujourd'hui c'est jeudi, normalement elle a des enfants, mais elle est là, ça veut dire quoi? Puis pourquoi elle me parle comme ça, etc. Donc tout ça, vous voyez, c'est des représentations qui vont créer des sources de difficultés de communication, de compréhension, et puis vous allez dire, mais il y a un quart d'heure que je lui parle, puis elle ne fait toujours pas ça. Et vous allez dire, aujourd'hui c'est quoi? Donc, encore une fois, partez plutôt de l'idée que c'est vous qui probablement n'avez pas pris la posture qui était adéquate pour obtenir ce que vous souhaitez de la partenaire. Positionnement. Avoir un positionnement, on en a tous, c'est une histoire politique et idéologique. C'est-à-dire, c'est avoir un parti pris. Ça implique un engagement, mettre en place avec plaisir des compétences, son énergie au service des objectifs choisis. Alors au travail, vous devez souvent mettre le haut là sur ces positions, parce que quand vous avez passé le pas de la porte de vos lieux de travail, ce n'est plus vos valeurs, votre idéologie qui sont importantes, c'est celles que l'entreprise a mis en place. Et elle a fait certainement son plan stratégique avec ses visions, ses valeurs, etc. Et puis le RH vous dit que s'il n'y en a pas, il faudra le faire pour vous. Mais il faudra en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, personne ne connaît vos valeurs, puis au nom de quoi vous agissez. Donc risque de confusion très profonde. Le RH que je suis a beaucoup travaillé à mettre en place ces visions, valeurs, pour reconnaître les référentiels. Ici, la fonction de clinicienne s'exerce comme ça dans notre culture. Mais j'étais formé à l'époque, tout à fait, un standard, c'est bon. Mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc, souvent, vous devez mettre un peu un couvercle sur vos propres valeurs parce que vous n'êtes pas tout à fait dans la même définition que l'entreprise a définie. Mais comme vous êtes sur le lieu de travail, c'est celle-ci qui va être prépondérante. Et combien de fois j'ai eu des débats avec des soignants sur mais c'est quoi la valeur derrière? Ben, c'est le plan stratégique. C'est quoi la priorité aujourd'hui entre ça et ça? Ah ben je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai dit, mais c'est une question d'envie, madame, aujourd'hui, c'est le plan, on a fixé l'objectif 2007 de les maladies, enfin bref. C'est ça la priorité qui va dicter ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc souvent, on se met dans une situation où on a plein de choix devant soi, on ne sait pas laquelle choisir, on est sous pression, on ne prend pas assez de recul, alors que l'organisation a défini les 4 valeurs fondamentales durant la prochaine année. C'est ça qu'on nous demande d'appliquer. La fonction. Dans la fonction publique, c'est plus défini, mais ça positionne votre place dans l'organisation collective du point de vue formel. Pas nécessairement du point de vue réel. Vous êtes engagé comme infirmier ou infirmière, clinicien, clinicienne, ça vous êtes fonction, et ça indique aussi votre statut et vos attributs en tant qu'autorité, pouvoir. Ça c'est le formel. Mais c'est important parce que c'est votre blouse, c'est la façon dont on va vous reconnaître. Ça désigne notamment, si c'est bien organisé, la mission professionnelle en fonction de la mission de l'unité, du service ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez. J'ai pris la métaphore des poupées russes quand il a fallu redéfinir, par exemple, à l'hôpital sud-fribourgeois, ce qu'on appelait le cahier des charges, qui répétait ce que l'infirmière savait faire depuis longtemps, mais qui n'indiquait pas quelle était la mission de l'infirmière dans ce service en rapport avec la mission du service, la mission du département et la mission de l'hôpital, qui a une cohérence. Que les gens puissent dire, quand je fais ça aujourd'hui, je suis en relation
avec ce que l'hôpital a défini comme mission globale. Il y a un lien, et donc j'ai une importance là-dedans. Et ça concerne aussi tous les aspects liés au métier et à la profession. Profession apprise, le métier que vous exercez. Connaître et avoir conscience, maîtriser les notions de fonction, positionnement, rôle, posture, partenariat, stratège, vous permet de donner une vision claire de votre place au sein de l'organisation, de la rendre visible, de prendre votre place et de permettre aux autres de la prendre à l'heure, de jouer votre rôle qui est attendu et d'éviter les confusions, les dysfonctionnements, donc de contribuer à la bonne santé au travail. C'est le lien dans ce que je dessine dans ces divers aspects et la promotion de la santé. Promouvoir votre santé vous demande de vous engager pour vous-même, et comme je suis très impliqué, je dois dire, promouvoir notre santé nous demande de nous engager pour nous-mêmes, parce qu'on est tous concernés, vous l'avez dit dans les interventions au début. Choisir plutôt la vie que la survie. Indicateur à l'interne. C'est vous qui savez. C'est vous qui sentez vos besoins et qui vous dites « je dépasse les limites ». Je reviens fatigué, les batteries ne se sont pas été rechargées cette nuit passée, à condition que vous n'étiez pas de veille. Et donc, j'ai un problème, il faut que j'en parle avec moi-même, et si c'est possible, avec les ressources qu'il y a dans l'organisation. Puis elles sont souvent nombreuses, en tout cas dans les grands hôpitaux. Il y a beaucoup de monde à disposition des personnes en difficulté. Les RH, la médecine du personnel, la sécurité santé au travail, les psys, les orienteurs, etc., etc. Il y a des moyens, et s'ils ne sont pas, demandez-les. Ou alors, choisissez vous-même d'aller à l'extérieur. On revient sur le retour du début. La vulnérabilité du vivant est un trait fondamental de la condition humaine. Et les soignants sont bien positionnés pour le savoir. La vulnérabilité permet d'éprouver le poids du réel, plus que celui du formel. La fragilité du vivant, celle des autres comme la sienne propre. Cette reconnaissance du réel nourrit la créativité et l'inventivité, et elle garantit notre humanité. Ça traite à la posture que je parlais tout à l'heure. L'humanité se loge dans le déficit même qui appartient essentiellement à la condition humaine. Le travail soutenable, je vous invite à aborder cette notion. À un moment donné, ce n'est plus soutenable. Donc si c'est plus soutenable, je prends des mesures. Mais si j'arrive à contribuer à ce qu'il soit soutenable, je suis plutôt exempt de contraintes, de nuisances susceptibles de provoquer à terme des pathologies durables, voire irréversibles. Donc là, il y a énormément de moyens dans l'organisation, surtout la question du comment ça s'appelle, le logiciel qui vous sert à fixer les horaires, c'est à peu près tout. Le PEP, c'est aussi le cas chez vous à l'hôpital. Et donc pouvoir, celui qui a sur la vie privée, sur la vie professionnelle, sur la santé ou le déficit de santé. Donc, toutes ces contraintes, essayez de les maîtriser au mieux, tolérer une large diversité entre les individus qui ne restent pas les salariés et qui ont des difficultés, donc les prendre en compte, mais pas les cacher. Dans une expérience que j'ai eue, pendant 2 ans, une infirmière dévouée était en burn-out, mais l'équipe faisait à sa place. Puis un jour, ça craque. Puis on découvre ça. Donc on va travailler sur cette erreur de management et de prise en charge. Mais ça arrive souvent. Donc, au lieu d'empoigner la problématique, on l'a cachée. Donc tolérer la diversité, mais prendre en charge les gens qui sont en difficulté, ou en tout cas en parler. Ça suppose des marges de liberté, d'adaptation, des gestes, des modes opératoires, des possibilités de coopérer. Influencer le travail collectif et les collectifs de travail dans le sens de l'humanité. La santé n'est pas seulement un état, mais une allure de vie
une mise à l'épreuve par le travail. Ce n'est pas une affaire privée, c'est une affaire de société. C'est apporter sa contribution à la promotion de la santé dans la société. Donc, c'est le thème aujourd'hui. Vous avez quelques références, donc je vous invite à acheter tous ces livres et à les lire l'année prochaine, pour avoir la posture qu'il faut. Et puis, je vous invite, que pour 5 minutes, en vous remerciant pour votre attention, mais surtout, à peut-être consacrer un petit moment à un débat si vous le souhaitez nécessaire. Merci. Quelques questions dans la salle? Des réactions? Oui, bonjour. C'est bon, on vous entend. Hein. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Moi, je trouve que la présentation était très bien. Elle nous a remis un peu sur ce qu'on savait aussi un peu déjà. Mais moi, ma question, c'est la suivante. Tout ça, on le sait, mais pourquoi on n'arrive pas à... Première question. Qui a la réponse? Après, les RH ont aussi un rôle de pouvoir faire toute cette prévention. Bien souvent, elles sont absentes. La RH, en tout cas, est absente. Et les équipes font un peu ce qu'elles font. Je n'ai pas compris, là, les équipes font ce qu'elles peuvent. Donc, à un moment donné, je pense que le rôle du RH ou de la RH, c'est de prévenir tout ce que vous avez donné. Mais dans les institutions, ce qu'on observe, c'est qu'elles ne sont pas là. Ou en tout cas, on les voit peu. Donc, comment on doit faire? C'est une question. Voilà, alors je vais me confronter à vous. Si vous êtes dans le devoir-faire, ça pose déjà une problématique. Comment on doit faire? Là, ce que je préconise, c'est que la posture que vous allez construire et adapter va être si forte que vous allez plus accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et ça, c'est la force que vous avez. N'importe quelle position dans l'organisation, vous avez des personnes, vous les sentez bien dans leur peau, etc. Et puis le chef, il sait qu'il ne pourra pas donner ça ou demander ça à tel et tel. Il sait. Je demande simplement de multiplier ce genre de comportement et de posture. Et vous verrez que les relations vont se modifier. Et donc vont avoir un effet. Vous avez un exemple très fort de positionnement politico, je sais pas, sur la CGT française aujourd'hui, dans son combat pour la loi, je ne sais plus, la nouvelle loi de travail. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne posture. Enfin, vous allez me dire, voilà, je suis un ancien syndicaliste, mais c'est un syndicaliste qui était peu syndicaliste de ce point de vue-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail sur soi. Où sont mes limites d'atteinte à ma personne si on parle de la santé? Quand ces limites sont là, je prends position au nom du maintien de ma santé vis-à-vis de l'autorité de l'équipe pour dire ça ne va pas, je ne ferai pas ça, il faut qu'on discute. Et le collectif va devoir discuter et va devoir intégrer dans son type de relation votre positionnement en disant c'est quoi les valeurs finalement? C'est quoi nous les soignants vis-à-vis des patients, de la patientèle? On exige quoi du patient? Est-ce qu'on l'exige aussi pour nous-mêmes? Je pense que la cohérence est de l'exiger d'une manière plus pointue pour vous-même. Donc c'est de naviguer un peu dans ces espaces, mais de bien voir les limites que vous n'allez pas dépasser. Et c'est ce qui va faire votre force. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Après, il y a les négociations avec l'organisation, c'est le lien avec les ressources humaines. Alors évidemment, moi je consacre beaucoup de temps maintenant à définir des concepts ressources humaines, un peu tels que je vous les ai proposés, et je me heurte à cette réalité où les gens disent mais dans notre réalité c'est pas comme ça. Une fois il y a un cadre qui me dit bon, ce que vous avez décrit comme qu'est-ce qu'un DRH, comment je fais pour le trouver sur le marché?
Puis j'ai dit, ben, il est devant vous. Mais j'étais à la retraite. Bien, ça veut dire que la direction, elle doit définir le profil de son RH qui doit correspondre à ses valeurs et à la promotion de ses valeurs. Mais souvent, c'est les débats à l'interne qui vont faire que les choses peuvent changer. Personnellement, j'ai eu beaucoup d'expériences qu'on a pu déloger, entre guillemets, des cadres fonctionnaires qui ne jouent pas leur rôle, etc., parce que j'ai convaincu la direction qu'il n'y avait pas de profit, et puis je n'ai pas licencié la personne, mais trouvé une solution qui lui soit adaptée. C'est-à-dire qu'on pouvait constater que sa place n'était plus là, ni pour nous, ni pour lui. Et c'est ça le dialogue qui fait qu'elle est de nouveau sur une situation où elle va repartir, parce qu'on met en place des éléments et les facteurs pour que l'employabilité continue, constatant qu'on ne peut plus travailler ensemble, pour prendre cet exemple. D'accord ? Donc, en réponse à votre question, c'est surtout la question de la posture, c'est-à-dire quelle est ma posture vis-à-vis de moi-même et des autres, des valeurs de l'entreprise, et de réagir par rapport à ça. Construire avec l'équipe et réagir quand les limites sont atteintes. Oui ? Là, la posture, elle est pour quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. Mais pour les personnes fragiles, par exemple, dans l'organisation, elles n'ont pas cette posture-là. Et donc, c'est aussi là où les choses commencent aussi à ne pas très bien fonctionner. Parce que quand on montre sa fragilité dans une équipe, on est souvent mis un peu de côté aussi. Donc, voilà. C'est le but. On n'ose pas montrer, alors qu'on est en souffrance. Et là, on est dans un état qui n'est pas tout à fait... Vous voyez, donc c'est là aussi que l'organisation doit aussi être alerte à cette personne. Et puis aussi de jouer aussi un rôle qui soit... Oui, alors c'est fondamental. L'approche sociologique des organisations dit qu'il y a un lien fondamental et dialectique entre l'acteur et l'organisation. L'acteur est entendu ici comme étant les employés, de tout ou partout. Les acteurs créent l'organisation et l'organisation crée les acteurs. Ce lien est très fort. Et il indique, selon les sociologues, que vous avez une part de liberté dans cette affaire. Vous avez, en prenant du recul, vous créez un espace de liberté qui va vous dire, là j'ai dépassé la limite, il faut que j'agisse. Après vous allez dire, mais je vais agir comment ? Parce que j'ai mon poste de travail, mes enfants, etc. Donc vous allez le faire le mieux que vous pouviez, comme vous disiez tout à l'heure, mais au moins vous agissez et vous ne partez pas dans la victimisation. Vous voyez ? C'est le pire qui peut vous arriver. C'est reconnaître que vous êtes victime pour faire plaisir à ceux qui veulent vous marginaliser. C'est faux comme alternative. Il faut négocier et discuter votre place. Puis convoquer un certain nombre de valeurs qui sont liées à la santé. Puis là, vous avez, vous, les acteurs de la santé, ou des soins, des possibilités et des forces beaucoup plus grandes que d'autres acteurs sociaux. Aujourd'hui, je suis dans une association qui s'occupe des migrants et des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une caisse maladie. Donc ils sont très marginalisés, et également de la prostitution. Puis là, vous avez une panoplie de gens qui sont facilement dans la victimisation. Mais quand vous avez des dialogues d'humain à humain, vous arrivez tout à fait à entrer, même chez quelqu'un qui est très fortement marginalisé dans une situation, vous arrivez à découvrir sa force à l'intérieur. C'est un être humain qui existe et que vous pouvez valoriser, et en fonction de ça, faire avec cette personne des actions qui vont lui donner sa valeur, qui vont la faire reconnaître. Et puis qu'un jour, tout d'un coup, devant une discussion, dans une administration compliquée, kafkaïenne, elle prend position. Elle prend sa place. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc, j'ai l'expérience d'avoir travaillé dans des équipes dites en crise pour reconstruire l'esprit d'équipe. Je suis parti de leurs aspirations. Dans l'idéal, vous aimeriez quoi ? J'ai noté plein de valeurs. Elles avaient toutes les solutions. Elles, parce qu'elles sont majoritaires par rapport aux hommes dans les soins. Donc on a mis ça sur les tableaux, puis on a transcrit, on a dit oui, solidarité, etc. On a dit, mais alors, maintenant chacun se rend responsable que ça marche. Ok, on fait un contrat de partenariat. Et ça a avancé en gros. Très rapidement, il y a des nouveaux qui arrivent, et puis il y a des contingences qui remettent en cause. Ça fragilise, on prend la fragilisation, on dit ah, là, on n'a pas vu venir. Zut. Donc maintenant on remet quelque chose. Vous voyez, on construit. C'est ça l'idée. Puis des fois construire, c'est vraiment plancher, puis des fois j'ai construit dans des
collectif de direction, des choses comme ça aussi. J'ai l'expérience de l'avoir fait, c'est possible. Madame. Merci beaucoup. Donc, ce dont vous parlez, surtout, c'est le management coopératif, c'est juste. Et puis aujourd'hui, ou bien. Oui, alors, vous mettez coopératif, peu importe, ce sont des termes qui demandent beaucoup de définition parce que c'est votre représentation de la coopération qui vient là que je ne connais pas. Mais coopératif, je préfère le partenariat défini un peu comme je l'ai fait ici, dans le sens qu'il est un respect total de la personne, de ses valeurs, etc., et des miennes, mais on se met d'accord ensemble pour un objectif commun, parce qu'on a intérêt à le faire maintenant. C'est ça l'idée. Exactement. Faire que l'intérêt de l'entreprise, finalement, soit l'intérêt du collaborateur ou du salarié. Je n'ai pas compris. Finalement, c'est faire que l'intérêt de l'entreprise soit l'intérêt du salarié. Exactement. Et certains appellent ça de la manipulation. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que certains disent, probablement avec une partie raison, qu'un RH il est en pleine contradiction. Que j'ai été, c'est-à-dire, il veut faire qu'il y a l'épanouissement des acteurs dans l'organisation, alors que l'organisation va les exploiter, utiliser leurs compétences, leurs forces, leur énergie pour la mission, c'est-à-dire le profit. Mais si on est dans un service public, c'est différent. Pas une question de profit. C'est une question de jouer le rôle que la démocratie nous a donné, donc la population. C'est plus facile. C'est pour ça que je dis que vous êtes souvent dans une posture qui vous permet plus qu'ailleurs de mobiliser ces valeurs. Et en même temps, vous êtes des acteurs qui payent les impôts, vous êtes citoyens et acteurs de la santé. D'accord? Donc c'est vrai, c'est la promotion du management dit humain qui va dans le sens de considérer les gens par partenariat et non pas par l'unique contrat de travail, uniquement par le formel. Et puis de voir si on a vraiment les mêmes valeurs, si on est d'accord sur le principal des valeurs et les objectifs à accomplir. Si on n'est pas d'accord, on s'arrête, on discute, on trouve une solution. Vous voyez? Mais cette solution, elle est trouvée en partenariat de nouveau. Et l'entreprise est valorisée, parce que les gens ils disent elle a réussi à mais en même temps ça renforce la notoriété et l'envie d'être une entreprise qui fait ce genre de promotion. Madame? Moi, j'avais juste envie de vous poser une question concernant les valeurs multiples. Oui. Donc, nous sommes une profession, donc la profession infirmière, on a plusieurs modèles de valeurs au niveau vraiment professionnel. En plus, il y a une grande évolution de notre profession ces dernières années. Donc, en fait, dans les équipes, on se trouve à collaborer avec de multiples valeurs, niveau de formation, différences de formation. Comment une institution peut garantir qu'il y ait une cohérence entre les valeurs institutionnelles, le rôle, la posture et finalement la fonction? Parce qu'avec autant de différences au niveau des professionnels, moi, je voulais voir. Alors, très juste, donc, la plupart des valeurs... Quelques mots, parce qu'on a le... Oui, le timing. Oui. Donc très rapidement, vous êtes porteur de vos propres valeurs. Ce sont en général des valeurs universelles qui sont construites selon votre construit social, en gros. L'entreprise doit les définir parce que précisément, elle a chaque individu qui a une représentation différente de ses valeurs. Donc la référence à l'interne, ça va être ça. Vous allez devoir faire des concessions peut-être ou dire, bon, jusque-là, je suis d'accord d'aller. Ça ne me pose pas un problème de contradiction. Donc quand je passe le seuil de l'entreprise, je vais adopter la définition que l'entreprise a donnée de la valeur, de sa culture à l'interne. Ou l'équipe, parce que ça peut être à tous les niveaux. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si l'entreprise ne les a pas fait, il faut qu'elle les fasse, c'est leur boulot. Donc vous allez être un acteur qui allez demander cette référence, parce que vous en avez besoin. Mais en attendant, vous allez faire avec la vôtre, que vous allez essayer de partager dans le partenariat avec vos collègues. Ça fait au moins, dans la structure d'unité ou du service, une référence que vous pouvez avoir. Ok? Donc c'est la conjugaison entre vos propres valeurs qui vient de votre propre construit social et celle que l'entreprise veut mettre en place ou a besoin de mettre en place. Mais si elle le met en place, elle a un référentiel. Elle unit les gens autour de ça. Elle fait une harmonie. Mais elle doit... C'est 2 ans. Moi j'ai fait une expérience, c'est 2 ans de communication dans une entreprise. Pas très grande, hein? 600 personnes, 700 personnes. C'est 2 ans de travail. Une démarche comme ça, c'est 2 ans minimum. Beaucoup d'autres démarches qu'on a mis en place, c'est 3 à 5 ans pour qu'elle ait les résultats escomptés. C'est de longue haleine. Mais
si la démarche est mise en place d'une manière participative, pour prendre votre terme, madame, les gens vont se sentir bien parce qu'ils ont l'impression de collaborer à quelque chose qui va aussi leur appartenir et qui va leur simplifier la vie et la tâche. Ok? Ok. Merci. Merci pour ce débat. Bonne continuation.